Maintenant qu'on a vu comment écrire les règles pour configurer un pare-feu et protéger efficacement sa machine, nous allons voir comment, à l'aide de pare-feu, protéger son réseau. Alors en fait, si on considère que votre machine est un routeur, c'est-à-dire qu'elle a au moins une autre interface réseau et qu'elle route les paquets, vous voyez que le seul point de passage entre le réseau intérieur et extérieur est encore votre machine. Et donc il suffit d'étendre les règles du pare-feu mises en place sur votre routeur pour contrôler tous les paquets transitant entre l'intérieur et l'extérieur. Et si vous avez bien compris l'écriture des règles de pare-feu de tout à l'heure, vous voyez que finalement, à la différence de tout à l'heure, il s'agit simplement de contrôler non plus les paquets provenant ou allant vers l'adresse IP de votre machine, mais vers l'adresse IP de votre réseau interne. Par exemple, si mon réseau interne est le 200.100.1.0/24 et que sur ce réseau se trouve un serveur web, un serveur DNS et un serveur de mail, alors voilà un exemple de règle de pare-feu. Alors on autorise évidemment la poursuite de connexion TCP déjà initiée. Et puis imaginons que cette adresse IP là d'un méchant bien identifié qui nous a déjà attaqué par le passé, et ben lui il peut être mis directement en interdiction. On autorise aussi toutes les initiations de connexion de notre réseau vers l'extérieur, comme ça les utilisateurs peuvent vraiment librement accéder à tous les services extérieurs. Et on autorise aussi tout le monde à accéder à notre serveur de mail sur le port 25 TCP, à notre serveur web sur le port TCP 80, et l'interrogation dans un sens ou un autre vers notre serveur DNS ou un serveur DNS extérieur. On autorise tout paquet ICMP et enfin on interdit tout le reste. Alors voilà, le réseau est protégé grâce au pare-feu que nous venons de mettre en place, puisque tout paquet venant ou allant à l'extérieur sera contrôlé par notre pare-feu. Mais il ne s'agit pas que de protéger le réseau, il faut aussi protéger le routeur lui-même. On pourra donc ajouter également des règles propres à la machine elle-même, comme celles que nous avons vues dans la capsule vidéo précédente. Et n'oublions pas également le spoofing sur les interfaces internes-externes. Il faut interdire les paquets semblant provenir d'après l'adresse IP du réseau interne alors qu'elles arrivent de l'interface externe et vice-versa. Voilà, donc grâce à notre pare-feu, notre réseau interne est bien protégé si nous avons écrit correctement les règles. Alors un problème se pose cependant. Les machines contenant les services publics, c'est-à-dire des services qu'on ouvre au reste de l'Internet, par exemple le serveur web de l'entreprise, le serveur DNS, etc., sont sur le même réseau que les machines des employés ou des serveurs contenant des données internes à l'entreprise. Alors en effet, puisque les machines web, mail, etc. sont des services à destination de l'extérieur, le pare-feu laisse passer les initiations de connexion vers ces machines sur le port de ces services. Par exemple, l'extérieur peut se connecter sur le port 80 de notre serveur web. Imaginons que le serveur web est une faille de sécurité et qu'un pirate réussisse à en prendre le contrôle. Si le pirate continue à passer par le port 80 de ce serveur, il n'y a aucune raison que le pare-feu l'arrête. Mais depuis ce serveur web dont le pirate aura pris le contrôle, il pourra ensuite attaquer toutes les machines de notre réseau, ceci sans être arrêté par aucun pare-feu. Et ça, c'est très problématique. Si des machines des employés, la base de données contenant les données privées de l'entreprise, etc. sont sur le même réseau, et se retrouvent sans aucune protection face au pirate qui aura pris le contrôle du serveur web. L'idée est donc de séparer les machines qui doivent être accessibles depuis l'Internet des machines qui doivent rester en interne et sur lesquelles aucune machine de l'Internet devrait accéder, sauf évidemment en réponse à une requête explicitement initiée par cette machine. Alors par exemple, pour ce PC employé, aucune machine de l'Internet ne doit pouvoir initier une communication avec elle, mais évidemment, si le PC employé accède à un serveur web externe pour demander une page web, celui-ci doit avoir la possibilité d'y répondre et de la donner effectivement. Alors on va donc distinguer trois zones, l'Internet, le réseau interne contenant les machines sensibles et les machines utilisateurs, et cette zone intermédiaire qu'on appelle zone démilitarisée, ou DMZ. Dans cette DMZ se trouveront tous les services publics. Et entre l'Internet et cette DMZ se trouvera un premier pare-feu qui laissera passer les connexions vers les services publics de la DMZ, mais pas vers le réseau interne, mais qui permettra toutefois au réseau interne d'initier des connexions vers l'extérieur qui doit pouvoir y répondre. Entre la DMZ et le réseau interne se trouve un deuxième pare-feu beaucoup plus restrictif. À part les poursuites de connexion vers la DMZ et l'extérieur, rien n'a le droit de rentrer. Et les seules initiations de connexion se font de l'intérieur vers l'extérieur. Ainsi, si un pirate prenait le contrôle du serveur web situé sur la DMZ, ce deuxième pare-feu l'empêcherait de rentrer sur le réseau interne. Ce réseau interne étant même très souvent un réseau privé avec un routeur NAT. Mais dans certains cas, il peut arriver que les utilisateurs du réseau interne tentent toutefois d'accéder volontairement ou pas à certains sites pirates. Cela arrive en cas d'installation d'un programme malveillant par un cheval de Troie par exemple, ou si par exemple l'utilisateur accède à un serveur web pirate attrayant. Ce qui peut être dangereux si l'utilisateur utilise un vieux navigateur web possédant des failles de sécurité. Là encore, même si ce n'est pas le pirate qui a lui-même initié la connexion, le canal de connexion une fois créé lui permet de répondre à la machine interne, puisque toute connexion initiée est autorisée à poursuivre.
Et on peut imaginer les attaques qui pourraient être faites depuis l'extérieur en utilisant ce canal. Et là, encore une fois, maintenant que le pirate a pris le contrôle de la machine, rien ne l'empêche d'accéder à toutes les machines du réseau. Alors pour contrer cela, on peut décider carrément de mettre sur le pare-feu une règle bloquant toute communication directe entre le réseau interne et l'extérieur, que ce soit une poursuite de connexion ou une ouverture de connexion pourtant initiée par la machine du réseau interne. Dans ce cas, toutes les attaques depuis l'extérieur vers le réseau interne seraient arrêtées, puisqu'aucun paquet n'aura le droit de circuler. Mais alors comment les utilisateurs du réseau interne pourraient alors regarder des pages web externes, envoyer du mail vers l'extérieur, etc. Alors ça, c'est par l'intermédiaire du proxy, qu'on a vu dans une capsule vidéo précédente. Le navigateur web et les composeurs de mail et d'autres applications clientes sont configurés pour utiliser le proxy qui, lui, se chargera d'effectuer la requête à la place du client. Ce proxy se trouve sur la DMZ et le pare-feu est configuré pour ne laisser passer que les requêtes du réseau interne vers le proxy. Toute autre communication est interdite. Et évidemment, le proxy est une machine que l'administrateur sécurisera du mieux qu'il le peut. Ainsi, plus aucune connexion directe entre le réseau interne et l'extérieur ne pourra se faire, et le réseau sera mieux sécurisé.